Que manque-t-il à ces nouveaux acteurs du spatial et surtout à cette nouvelle méthode industrielle pour être au même niveau que le spatial traditionnel? Est-ce un problème simplement industriel, un problème financier ou un problème culturel et de confiance? Merci à tous les 5 d'avoir accepté l'invitation de la Tribune pour son nouveau Space Forum et pour tenter d'apporter une réponse à ces nombreuses questions. On va lancer les échanges avec vous, Fabien Rapper. Je le rappelle, vous êtes le CEO de U-Space et votre ambition avec votre entreprise, c'est de produire en série des satellites avec justement les principes du New Space. Alors quels sont les challenges, voire les obstacles à ce défi quand on est un nouvel acteur dans le spatial? Parce que je rappelle, vous n'avez que quelques années d'existence. Oui, merci Pierrick, merci beaucoup pour cette invitation à cette table ronde. Ça fait toujours plaisir d'être ici dans ce lieu avec vous tous. Donc effectivement, U-Space, notre ambition, c'est de produire des nanosatellites en série pour les opérateurs de constellations en orbite basse. L'objectif est d'arriver à une capacité de production d'un satellite par jour, à horizon fin 2025. U-Space se positionne comme concepteur, intégrateur, fabricant de nanosatellites dans cette gamme de 4 à 50 kg pour vraiment remplir des missions opérationnelles avec des clients opérateurs qui ont des modèles économiques qui s'étalent sur plusieurs années. Donc de nombreux défis face à nous. Il faut revoir les méthodes d'assemblage, les méthodes de test des satellites. On passe d'un modèle qu'on assemblait, on testait en plusieurs mois à 300 modèles qu'il va falloir faire dans une année. Donc ça demande à revoir toute la logique de test. Ça demande aussi à s'appuyer sur une supply chain qui suit aussi ses cadences de production. U-Space, on a un positionnement d'intégrateur, donc avec une politique de make or buy, avec un certain nombre de sous-systèmes qu'on achète sur étagère, d'autres sous-systèmes qu'on va concevoir, mais dans tous les cas, on sous-traite la fabrication. Et donc, on a besoin de s'appuyer sur des partenaires de confiance sur cette partie-là. Alors justement, vous parlez de la phase de test. Ça tombe bien parce qu'on a Jérémy Perrin avec nous qui développe une solution logicielle spécifiquement pour ce sujet. Alors vous promettez d'accompagner la montée en puissance et en cadence du New Space. Concrètement, comment ça se passe? Et je le rappelle, vous êtes le PDG de Connectica et son cofondateur. Merci Pierrick. Oui, effectivement, comme l'a exactement mentionné Fabien, aujourd'hui, avec l'arrivée justement de toutes ces constellations, ça change vraiment, ça repousse le problème. Avant le problème, on était vraiment dans une conception très spécifique, puis on allait fabriquer un satellite, vraiment, on allait vraiment s'appliquer pour aller chercher le maximum des performances, etc. On était prêt à mettre beaucoup de temps là-dedans. Aujourd'hui, ça change complètement. On a une phase de design, mais on a surtout une grande phase de production qui va s'étaler sur plusieurs années. Et donc là, vraiment, un besoin d'être capable d'optimiser tout l'ensemble. Donc là, on arrive vraiment avec la position. Donc d'un côté, on a les intégrateurs comme U-Space, donc qui eux, principalement, vont faire l'intégration de composants plus en plus étagères ou de composants COTS. Et de l'autre côté, on a évidemment tous les manufacturiers de composants. Donc ces composants-là, ça peut être des composants radiofréquences, ça peut être tout type de la propulsion, etc., qui vont être intégrés par ces fameux intégrateurs pour faire un système complet. Donc comment aujourd'hui Connectica se positionne? Le problème qu'on vit aujourd'hui dans l'industrie, c'est qu'historiquement, on a ces intégrateurs qui développaient toute l'expertise typiquement en interne. Donc évidemment, ils sont capables d'investir plusieurs millions sur plusieurs années pour développer des solutions qui répondent un petit peu à cette problématique de montée en cadence. Mais on se retrouve un petit peu derrière avec un système à 2 vitesses, parce que malgré que les intégrateurs aient des solutions très performantes, on a derrière tous leurs fournisseurs de composants dans la chaîne. On a les gros et voilà. C'est ça. Et leur équipementier. Exact. Et derrière, les équipementiers se retrouvent souvent avec des petites solutions, donc soit à continuer à faire les choses relativement annuellement, soit à développer un petit peu d'automatisation, des scripts en interne, pour essayer de remonter à répondre à cette problématique. Vous me disiez qu'on était encore à la période de l'Excel, je crois, sur certains sous-traitants. Effectivement, on voit encore ça dans certaines usines de production. Et donc, l'idée de Connectica, c'est comment faire pour arriver à relier tout cet écosystème ensemble pour justement le rendre plus performant et réussir à répondre à cette montée en puissance. Donc, du côté de Connectica, on travaille vraiment avec les deux segments. D'un côté, on travaille avec justement des manufacturiers de composants, donc par exemple comme les Toulousains Anywaves qui font des antennes satellitaires, que par exemple, ce qu'on leur permet avec notre plateforme, grosso modo, on arrive à couper par 2 leur coût et leur temps de test. On arrive à multiplier environ par 10 leur capacité de production et on leur offre une traçabilité sur l'ensemble du cycle. De l'autre côté, on a aussi adopté la plateforme avec des grands joueurs, tels qu'un grand prime canadien notamment, qui utilise la plateforme pour tous ces projets de constellation aujourd'hui. Et le gros avantage qu'on leur apporte à ces compagnies-là, c'est que typiquement, assez paradoxalement, dans les différents départements, ça travaille encore beaucoup en silo. Donc chaque département a ses propres outils, ses propres méthodes, et malheureusement, on ne capitalise pas assez sur tous ces développements. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est vraiment leur emmener une sorte de framework dans lequel ils vont pouvoir travailler, développer, capitaliser sur leur développement.
Et donc là, c'est vraiment la valeur des deux côtés. Et là, l'avantage de la solution, vu qu'elle est vraiment hostée sur des interfaces web, c'est que derrière, on peut commencer à les linker ensemble. Donc on peut commencer, par exemple, on peut très bien imaginer qu'on a un intégrateur qui va définir ses recettes de test, qui va être capable de les pousser dans sa chaîne d'approvisionnement, voir en temps réel ce qui se passe chez chacun de ses suppliers, remonter toute la donnée et avoir vraiment cette traçabilité de la donnée de bout en bout qui permet justement toute cette optimisation et cette montée en cadence. Ouais, donc l'idée, en fait, c'est de récupérer les bonnes recettes de l'industrie aéronautique et automobile notamment et l'appliquer au New Space. Si on résume un petit peu. Absolument. Emmanuel Sauzet, je le rappelle, vous êtes directeur de la croissance d'Endurosat et vous êtes aussi le président des activités France d'Endurosat, qui est une société bulgare. Je vous laisserai présenter rapidement ce que vous faites avec Endurosat. Et une petite question pour vous. Selon vous, de quoi ont besoin les acteurs du New Space aujourd'hui pour avancer sereinement, se développer et faire, j'ai envie de dire, faire émerger des champions nationaux, voire européens? Oui, merci Pierrick, bonjour à tous. Endurosat, on est une entreprise qui est née en Bulgarie, hein, ce n'est pas le pays qu'on aurait imaginé forcément pour des entreprises du New Space. On a démarré en faisant des équipements pour petits satellites, donc des électroniques, du logiciel, des structures. Rapprochez un tout petit peu votre micro, s'il vous plaît. Des électroniques, de logiciels et des structures. Et maintenant, donc, on offre le Space as a Service ou Satellite as a Service. Donc voilà, si vous avez une charge utile et vous voulez la faire voler, on prend ça en compte. On va faire l'intégration sur le satellite, le lancement, les opérations housekeeping, donc tout ce qui est télémétrie, télécommande. Et puis on vous donne l'interface pour opérer votre charge utile. Pour répondre à ta question, Pierrick, sur qu'est-ce que le New Space a besoin, pour moi, il y a toujours 3 sujets majeurs. Il y a le financement, le marché et puis l'accompagnement. Donc sur le financement, on a besoin d'argent évidemment pour se lancer. Bon, on en parlera après, on aura une petite séquence dédiée au financement. De manière générale, l'Europe est en déficit par rapport aux États-Unis sur cette capacité de financement. Est-ce qu'en particulier nos concurrents américains, la manière dont ils peuvent trouver de l'argent pour développer leur business. Pour nous, les États-Unis, c'est quand même le premier marché. Hein. L'an dernier, on a vendu plus de 50% de nos revenus viennent des États-Unis. Donc voilà, ça c'est un premier sujet, la capacité pour les entreprises du New Space de trouver des fonds en Europe pour se développer. La seconde, c'est le marché. Voilà, si on veut se développer, il nous faut un marché conséquent. Voilà, SpaceX s'est développé tout seul, mais ils étaient bien contents d'avoir un certain nombre de contrats de la NASA pour se développer. Donc nous, on a besoin de contrats, que ce soit des contrats publics, des contrats privés. Et donc la taille du marché européen, pour nous, est un élément clé. Ouais. Le troisième élément important, c'est l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est à la fois au niveau technique, c'est ce que font très bien toutes les agences, donc évidemment le CNES, l'Agence spatiale européenne. On en parlera dans quelques instants avec Géraldine et Anaïs ici présente. Et puis pour pas la transition vers Anaïs, puisqu'on est membre de Space Founder, la dernière promotion, et donc ça c'est pour nous très important aussi d'avoir cet accompagnement au niveau européen avec d'autres startups pour faire émerger en effet les champions de demain. Alors, avant de faire réagir Anaïs sur ce que vous venez de dire, Emmanuel, je vais donner la parole à Géraldine qui est à distance avec nous. J'espère que vous nous entendez bien, Géraldine. Je le rappelle, vous êtes la directrice commercialisation, industrie et contrat de l'ESA. Et justement, comment, pour répondre un petit peu à ce que dit Emmanuel Sauzet, comment vous accompagnez ces nouveaux acteurs au quotidien pour favoriser leur émergence et toujours avec cette logique de faire éclore des champions européens? Alors, d'abord, je dirais l'ensemble de nos projets à l'ESA favorise la compétitivité de l'industrie. Donc, évidemment, notre but à terme, c'est que toutes les startups et tous les nouveaux acteurs du spatial puissent participer à part égale à ces projets de l'ESA. Mais au-delà de ça, évidemment, on a des activités spécifiques qui visent à, je dirais, soutenir l'innovation et la création de ces nouvelles entreprises. On a un programme qui s'appelle Scale Up, qui a été décidé par les ministres européens en novembre dernier, et qui contient un certain nombre de mesures. Alors, je vais en citer quelques-unes. Tout d'abord, on a notre réseau de centres d'incubation, nos Business Incubation Centers. Donc, on a 25 centres répartis en Europe. Et donc là, c'est pour évidemment encourager les startups à démarrer. Après, on a nos Philabs. Alors ça, c'est des centres qu'on appelle d'innovation disruptive. L'idée, c'est de mettre ensemble les chercheurs, l'industrie, les agences, et de voir ce qui sort de tout ça. Et généralement, il en sort des choses, des concepts intéressants.
Troisièmement, on a conscience que pour les startups, et j'espère que j'émets leur avis de ceux qui sont avec vous sur place, on a besoin, enfin ce sont des petites entreprises, des petites entités dont la richesse essentielle au départ, c'est leur idée. Et il faut protéger ces idées. Et donc, on a, disons, un bureau de brevets qui aide les startups à protéger et à préserver leur propriété intellectuelle, mais aussi, une fois préservée, protégée, qui les encourage à la transférer le cas échéant et diffuser leurs idées. Ensuite, on fait évidemment un tas d'études de marché, mais je crois que ce qui a été dit est très important. Ce qui manque aussi, c'est l'investissement privé. Et pour que les On en parlera dans quelques instants. Pour que les startups se développent, il faut évidemment favoriser l'accès à l'investissement. Et puis, et ça j'insiste beaucoup, favoriser l'accès à part égale, encore une fois, à nos programmes. Et pour ça, on a tout un ensemble de choses. On a un nouveau site web pour rassembler tous nos calls et programmes ouverts actuellement. Comme ça, les startups savent où elles peuvent postuler. On a des programmes spécifiques à chaque direction de programme à l'ESA pour la commercialisation, mais harmonisés par une politique de commercialisation, je dirais, corporate. Et puis un travail interne, et je voudrais terminer avec ça parce que je crois que c'est très important, un travail interne qui est d'adapter notre approche. L'ESA, c'est une agence spatiale classique, traditionnelle, et on a bien conscience qu'on ne parle pas le même langage, qu'on n'est pas sur les mêmes constantes de temps. Il faut qu'on accélère, qu'on soit beaucoup plus réactif, qu'on ait des procédures beaucoup plus simples et faciles d'accès pour les startups. Et ça, je dirais, c'est le point essentiel pour pouvoir travailler avec toutes ces entreprises qui se créent et qui sont tellement innovantes, et aussi écouter ce qu'elles disent. J'ai entendu ce qui a été dit, éviter la surqualité, se focaliser sur les besoins des utilisateurs et pas sur la poussée techno, et surtout accepter de prendre plus de risques. Donc je crois que ça, ce dernier point, disons, adapter notre approche, c'est le plus important pour nous. C'est vrai que c'est très important ce que vous dites, et pour être totalement honnête, quand on a préparé cette table ronde tous les 5, vous m'avez tous dit unanimement, le New Space, c'est la prise de risque, et c'est l'acceptation du risque. Peut-être que le spatial traditionnel a eu du mal pendant des années, voire des dizaines d'années, à accepter. Pour finir ce petit tour de table d'introduction avec vous, Anaïs, je le rappelle, donc vous êtes Investment Manager de Space Founders et membre de l'association Women in Aerospace. On a un petit peu parlé d'investissement, on en reviendra dans un second temps, mais surtout, je voulais que vous nous expliquiez comment est né le programme Space Founders en 2021, parce qu'au final, voilà, c'est tout récent, et quelle était la feuille de route dressée à l'époque de ce programme? Bien sûr. Alors, en effet, donc moi, j'ai rejoint Space Founders assez récemment, en 2022, septembre. Donc, je suis responsable des investissements chez Space Founders, qui est un accélérateur de start-up européennes du spatial, et depuis récemment également investisseur dans certaines d'entre elles. Donc, je suis également membre de Women in Aerospace, qui est une organisation professionnelle mondiale organisée en groupes locaux, notamment à Toulouse, qui promeut la représentation des femmes dans l'industrie. Côté donc Space Founders, donc, qui avait été créé, c'est une initiative de 2021, donc c'est relativement récent. L'idée, c'était de partir de deux constats. Le premier étant qu'en effet, on observait depuis une petite décennie l'arrivée de start-up dans le spatial. Pas mal d'initiatives qui sont mises en place dès le départ, des initiatives publiques, des initiatives privées, mais qui ont tendance à s'arrêter à cette idéation. Et donc l'idée, c'était d'ajouter cette brique accélération pour ensuite soutenir la croissance. Le second constat qu'on avait remarqué aussi à cette époque, il était plutôt sur le volet européen, c'est-à-dire de la nécessité de fédérer également un écosystème autour de ce New Space, comme on peut avoir aux États-Unis si on fait encore la comparaison. Et sachant qu'à l'époque, le CNES avait déjà mis en place donc, des initiatives locales, nationales, mais il lui manquait un peu cette brique européenne. Donc dès le départ, le projet avait été ouvert en bilatéral avec l'Université de la Bundeswehr en Allemagne sur ce sujet. Donc voilà, partant de ces deux constats, on a cet accélérateur européen qui avait été co-construit à l'époque avec deux entrepreneurs, Hélène Nubi et Philippe Gauthier, aussi pour avoir cette vision vraiment terrain, je dirais, de ce qu'est le New Space. Et la feuille de route, très rapidement, chronologiquement. Oui, parce que sinon, on n'aura pas assez de temps. Pardon.
Non, mais pas de souci, non, mais allez-y pour la feuille de route. Alors très rapidement, chronologiquement, bon évidemment un ancrage du programme, du réseau, faire en sorte d'être la référence, je dirais, dans l'accompagnement du spatial. Ça va notamment avec l'intégration des pays d'Europe de l'Est, du Nord dans notre programme comme Endurosat. Et puis le développement, bien sûr, notre adaptation aux besoins évolutifs des entrepreneurs, du tissu industriel. Bon, après, Endurosat, c'est un faux bulgare, parce que vous êtes partout, hein, Berlin, Delaware, Luxembourg, et je dois en oublier certains, Naples aussi, voilà, j'avais Toulouse, bien sûr. Fabien, pour reprendre les échanges avec vous, quel regard aujourd'hui vous portez sur le New Space, justement Géraldine parlait d'acceptation du risque, est-ce que c'est une vision aujourd'hui qui est acceptée par les acteurs, par tous les acteurs, et plus particulièrement les acteurs traditionnels? Comment ça se passe avec eux, vous qui êtes un petit peu un tourbillon dans le marché, quel rapport vous avez avec eux? On reviendra après sur les collaborations industrielles, mais plus sur le côté, j'ai envie de dire, peut-être philosophique et relationnel. Comment ça se passe avec ces acteurs un peu traditionnels? Je pense qu'il y a une réelle évolution, et c'est en train de s'accélérer ces dernières années. Quand je repense à avant la création de New Space, quand on travaillait au sein du CNES sur des nanosatellites, on était dans un état d'esprit où on disait c'est pas utile, ça fonctionne pas, il n'y a pas de mission. Ça, c'est vraiment en train d'évoluer. Nous, U-Space, on ne s'est jamais positionné dans l'opposition par rapport au spatial traditionnel. On se nourrit du spatial et on fait évoluer les méthodes, on les adapte à ce que nous, on veut faire, à nos défis, à nos enjeux. Et on travaille avec les acteurs traditionnels. On a des collaborations fortes avec le CNES, avec Airbus, avec Thales. Ces acteurs-là voient le monde évoluer, voient l'intérêt aussi de créer des partenariats gagnant-gagnant avec nous, je pense. Même sur des grands programmes comme Iris-Carré, la Commission européenne injecte la volonté d'avoir des petites entreprises qui interviennent avec les gros du consortium. Donc moi, je constate une évolution. On a toujours envie que ça aille plus vite encore. Parce qu'évidemment, quand on se tourne côté américain, on voit qu'ils sont encore devant. Ils ont déjà passé ces étapes-là et ils sont en train de créer encore la suite. Et nous, on est encore un petit peu derrière. Mais c'est quand même très positif ce qui est en train de se mettre en place et je constate une évolution. Même question pour vous, Jérémy Perrin de Connectica. Quelle définition vous donneriez au New Space et quelle analyse vous portez aujourd'hui sur cette démarche entrepreneuriale? Justement, est-ce que aussi vous constatez une certaine évolution des discours, des comportements surtout? Parce que c'est bien de joindre les actes aux paroles. Probablement que si on demandait la définition du New Space, chaque personne dans la salle aurait sa propre définition, mais probablement qu'un des dénominateurs communs dans cette transition, c'était la prise de part de plus en plus importante des firmes de capitaux de risque dans ces compagnies justement spatiales. Historiquement, les compagnies étaient principalement financées par des institutionnels, puis comme Géraldine l'a bien mentionné, les institutionnels n'aiment pas le risque. Donc pour gérer ce risque, beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps étaient tolérés pour permettre justement de le minimiser. Aujourd'hui, vu qu'on a des venture capital qui rentrent là-dedans, eux, ce qui les intéresse, évidemment, ils sont prêts à prendre plus de risques et à tolérer plus d'erreurs, à condition que les business models qui soient ouverts derrière offrent beaucoup plus de scalabilité et de récurrence. Donc c'est vraiment ça la transition qui emmène vers le New Space. Vous, quand on préparait ces échanges, vous me parliez que le New Space était une phase de transition. Est-ce que vous pouvez un petit peu étayer ces propos pour un petit peu, ce qui rejoint un peu ce que dit Fabien et Jérémy? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord sur la définition du New Space. Pour moi, ça a démarré... il y a eu deux événements un peu critiques. C'était en décembre 2013. Il y a eu le premier vol GTO de SpaceX avec un satellite de SES. Et il y a eu quelques mois après l'acquisition de Skybox par Google, qui était la preuve en effet pour tout le monde du venture capital que ça avait du sens d'investir dans le spatial. Donc ça fait décembre 2013, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est dans cette phase du New Space. Et donc on voit beaucoup de choses se passer. Je pense que même nous, on voit des évolutions dans la compétition. Il y a des nouveaux qui entrent, il y en a des anciens qui sortent. Donc on voit une évolution. On peut aussi imaginer que beaucoup d'entreprises qui étaient dans la phase start-up où il faut démontrer qu'on a un marché, démontrer qu'on a des clients qui nous achètent. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette phase de scale-up où il faut démontrer qu'on est pérenne, qu'on tient dans la durée, qu'on devient non plus une start-up mais vraiment une PME ou une ETI du spatial. Voilà, donc il y a toute cette phase de transition qui est en cours avec
quand on voit dans certains secteurs, moi je pense en particulier sur le nombre d'entreprises qui font des petits lanceurs aujourd'hui, il y a énormément de projets en Europe, donc on peut imaginer une consolidation et de voir émerger des champions européens et nationaux dans les années à venir. Il y a cette phase de transition. Il y a aussi une transition qui est liée à l'environnement économique mondial, l'arrivée de l'inflation, la fin d'une certaine forme d'argent facile. On a eu énormément de SPAC aux États-Unis en 2021, dont la valorisation de ces entreprises s'est pour la plupart écroulée en 2022 et encore très faible aujourd'hui. Donc ça a existé et on est allé au-delà puisqu'il y a plein d'entreprises qui continuent. Et plein d'entreprises qui continuent à lever des fonds, donc en France en particulier cette année. Donc on voit qu'il y a ce changement de phase. Et malgré ça, le spatial qui reste très, très attractif aujourd'hui. Alors justement, avant de faire réagir Géraldine sur ce que vous venez de dire tous les trois, je voudrais vous faire réagir vous, Anaïs. Il a été évoqué tout à l'heure le manque en tout cas le besoin de cash. Je ne sais pas s'il est juste de parler de manque d'investisseurs, mais ça a peut-être été le cas dans le spatial. Aujourd'hui, quelle est la réalité? Est-ce que le New Space, lui aussi, est confronté à cette même problématique d'attirer des investisseurs? Est-ce qu'il y a encore des obstacles? Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette cohabitation entre investisseurs et New Space? C'est hyper intéressant. Je pense que la typologie est intéressante dans cette question. C'est investisseur versus investissement, au sens où, personnellement, j'ai plutôt observé une croissance en termes de nombre d'investisseurs qui s'y intéressent, notamment des fonds qui étaient plutôt deep tech généralistes qui s'y mettent, des fonds d'infrastructure comme Omnes Capital, enfin, vraiment de plus en plus de fonds d'investissement qui commencent à s'y intéresser. En revanche, côté investissement, on remarque aussi que ces investisseurs ont beaucoup de mal à eux-mêmes lever des fonds. Et donc finalement, cette offre de capitaux, elle est assez limitée aujourd'hui. Ça fait effet domino, quoi. Mais est-ce qu'il y a une différence vraiment d'attractivité des entreprises entre les nouveaux acteurs et les anciens acteurs, ou en tout cas les acteurs traditionnels? Est-ce que c'est plus facile pour des boîtes nouvelles avec une promesse peut-être de coûts réduits, de BFR réduit, justement, de lever des fonds, ou est-ce que c'est pour tout le monde est à la même enseigne? Au sein du spatial? Oui, au sein du spatial, entre le spatial traditionnel et le spatial un peu plus nouvelle version. Je pense qu'il n'y a que la nouvelle version qui a besoin aussi de fonds privés, j'ai envie de dire, parce que côté risque, c'est un peu différent. Non, après, je pense qu'il y a toujours évidemment un sujet d'évangélisation qui est en cours, notamment pour les investisseurs, pour lever des fonds. Et je pense une histoire de conjoncture économique actuelle qui est très, très terrible, je dirais. Donc je pense que c'est amené à s'améliorer, mais aujourd'hui, c'est encore compliqué pour les nouveaux entrants. Avec Space Founders, vous accompagnez combien d'entreprises aujourd'hui dans votre programme? Elle est composée de combien de boîtes à la promotion? Alors, on a 10 startups par batch, et là, on est au 3e batch en cours. D'accord. Et toutes ont réussi à lever des fonds? Est-ce que c'est un petit peu ça le... Bien sûr que non. Non, ce serait trop facile. Non, évidemment que c'est très très compliqué. Nous, on les accompagne un maximum. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint Space Founders récemment, aussi pour faire ces interactions et ce lien entre le spatial et le monde du VC, et notamment faire ce travail d'évangélisation, d'amener ceux qui ne font pas encore du spatial au spatial, via, je dirais, des sujets aussi plus ou moins accessibles. On commence par le software, et puis petit à petit, on arrive à la fusée. Mais oui, il y a du travail encore. Très bien. Géraldine, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Je voudrais vous faire rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par les 4 intervenants sur scène. Quel mot l'Agence spatiale européenne met sur cette dynamique du New Space? Vous parliez du risque, mais je pense que c'est un peu plus large que ça. Mais quel est le regard de l'Agence spatiale sur cette dynamique? Alors, d'abord, le premier regard, c'est que c'est un phénomène mondial et qu'on ne peut pas se tenir à l'écart. C'est vraiment, au-delà de l'intérêt du New Space, on doit être quelque part acteur. Mais je crois que les 3 mots pour nous qui résument cette approche, parce que pour nous, le New Space, c'est d'abord une approche et une méthodologie. Il y a aussi les grands acteurs du spatial traditionnel qui font du New Space, qui utilisent cette approche différente. Si vous regardez ce qu'a fait Airbus avec OneWeb, par exemple. Et pour nous, les 3 mots, c'est d'une part la rapidité, je crois que ça a été dit par tous les intervenants, le marché évolue vite, et puis il y a les investisseurs qui veulent un retour rapide sur leur investissement. Donc la rapidité, la gestion des risques, une approche différente, on accepte de prendre des risques et même on considère que l'échec c'est une façon d'apprendre. Et ça c'est quand même très nouveau dans le spatial européen. Aussi on répartit les risques peut-être sur plusieurs missions ou sur un système, enfin bref.
Et puis le troisième mot, donc rapidité, risque et besoin du client. Encore une fois, il y a toujours un peu une tendance dans les agences spatiales de faire de l'excellence, de ce qu'on pourrait appeler la surqualité. Alors c'est merveilleux pour nos grandes missions scientifiques, mais pour les activités de type New Space, c'est pas ce qu'il faut. Il faut le produit qui répond juste, mais juste aux besoins du client. Et donc, ce que je pense, c'est que ce New Space, pour nous, c'est vraiment, pour nous, agence spatiale, je dirais, c'est vraiment une opportunité, comme j'ai dit, de changer nos façons de faire, d'élargir notre boîte à outils contractuelle, d'aller plus vite, d'être plus réactif, et puis surtout d'avoir beaucoup d'innovation, beaucoup de dynamisme, et plus de compétitivité en Europe, et puis aussi des nouveaux acteurs, des nouveaux fournisseurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on considère comme une chance pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va faire que ça, mais on doit pouvoir s'adapter à cette évolution. Très bien, merci beaucoup. C'est important ce que vous dites, parce que justement, on va parler un peu maintenant d'accès au marché. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Fabien. On parlait de IRIS2, la future constellation de connectivité européenne, aussi appelée constellation Breton. Il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps d'un consortium avec tous les gros acteurs du système. Et bon, on peut le regretter, il n'y a aucun acteur du New Space dans ce consortium, bien que la Commission européenne promet 30% des 6 milliards d'euros du coût estimé de ce projet, en tout cas à des startups du New Space. Bon, ça peut sembler ça peut sembler peu. J'aimerais avoir ton regard là-dessus. Et pour revenir à ce que tu parlais tout à l'heure du New Space et de la relation que vous aviez avec Airbus et d'autres acteurs, justement, comment vous vous placez à l'égard de Thales et d'Airbus dans votre relation, dans votre rôle d'intégrateur? Est-ce qu'il y aura une logique de concurrence, de partenaire, voire de sous-traitance parfois, peut-être sur certains projets? Quelle position vous allez avoir une fois que votre usine sera sur pied? Ouais, je vais commencer avec cette deuxième partie de question. Donc, effectivement, plus simple à répondre. Ça me laisse le temps de réfléchir à la première partie. Effectivement, on a beaucoup de relations avec les grands acteurs comme Thales et Airbus. C'est des relations de partenariat concret, partenariat sur du développement commercial, partenariat sur du développement technologique. Bien qu'on soit sur des produits différents, on peut y trouver au sein de ces produits des dénominateurs communs et des intérêts communs de développement technologique à faire ensemble. Je prends un exemple qui a été annoncé. On a, en consortium avec Airbus DS, gagné un contrat à France 2030 pour fournir de la donnée de surveillance de l'espace depuis l'espace au CNES. Donc c'est ce type de relation qu'on crée avec eux. Et effectivement, des contrats comme Iris Carré rentrent tout à fait dans le cadre de partenariats qu'on veut créer avec ces gros acteurs, où il y a vraiment un côté gagnant-gagnant et chacun apporte à l'autre pour proposer une solution meilleure. Je vous invite à aller voir la communication qu'on a faite avec le syndicat YES, qui est un syndicat des startups européennes dans lequel se trouve YouSpace, et on a porté d'une même voix quelques messages justement suite à l'annonce. Clairement, quand on voit un seul consortium se positionner et réunissant tous les acteurs, on se dit que ça va être difficile d'avoir une concurrence face à ce consortium. Du coup, potentiellement des soucis de compétitivité dans l'offre. Et effectivement, aucun acteur New Space, on va dire aucun acteur émergent présent, ce qui alerte derrière sur ce côté, cette volonté d'embarquer à hauteur de 30% des acteurs, des nouveaux acteurs, en sachant que c'est qu'une volonté exprimée par la Commission européenne. Derrière, il n'y a aucune règle précise pour remporter le contrat. D'autant plus que le commissaire Breton avait un petit peu tapé du poing sur la table en disant qu'il voulait que dans les offres, il y ait des acteurs du New Space. Bon, finalement, il n'a pas été entendu, en tout cas, du moins pour le moment. Jérémy Perrin, même question un petit peu sur l'accès au marché avec Connectica. Comment ça se passe, vous, dans votre, justement, la commercialisation de votre offre logicielle? Vous dites tout à l'heure, voilà, avec les gros acteurs, enfin les acteurs installés, c'est compliqué parce qu'ils ont leur solution interne. Comment ça se passe avec les autres acteurs et puis avec les institutions, les acteurs institutionnels? Est-ce qu'ils s'intéressent à votre produit? Est-ce qu'il y a une logique peut-être d'imposer, ou en tout cas de faire une norme commune dans la supply chain avec votre produit? Aujourd'hui, comment ça se passe sur la commercialisation?
Notre modèle d'affaires marche vraiment dans les deux sens. Côté canadien, on a prouvé le premier modèle. On a vraiment réussi à déployer la solution chez un prime. Et le prime, progressivement, est en train d'imposer justement notre solution dans sa supply chain pour garantir que toute la chaîne teste selon ses propres standards. Donc ça, c'est vraiment un modèle d'affaires. Et dans l'autre sens, on est aussi capable d'aller offrir notre solution directement à des petites PME manufacturières qui, elles, vont pouvoir déjà utiliser la solution pour leurs propres besoins internes, mais surtout ce qui va leur permettre de rencontrer les exigences de qualité de ces grands primes pour les rendre plus compétitifs. Très rapidement, Emmanuel, toi aussi, quel regard tu portes sur l'accès au marché des acteurs du New Space, que toi aussi, avec Endurosa, tu es confronté à des obstacles au-delà de l'exemple d'Iris 2. Est-ce qu'il y a, il y a des marchés qui posent problème, en tout cas dans l'accès au marché Sur Iris 2, moi j'ai une analyse un petit peu différente. Nous, on a regardé les requirements. Pour tout ce qui est services gouvernementaux, c'est pas quelque chose dont on peut prendre, nous, la responsabilité. Donc nous, on se voit très bien comme acteur dans la supply chain des grands, que ce soit Airbus ou Thales. Et je pense qu'on trouvera un fonctionnement comme ça. Et moi, j'espère beaucoup qu'un programme comme Iris Square, ça va permettre l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, comme des fournisseurs de systèmes clés du grand système. La spécification telle qu'elle est exprimée, aujourd'hui, pour moi, pour une entreprise comme nous, c'est un step énorme en termes de qualité de service gouvernemental qui est demandé. Géraldine, pour réagir à ce qui vient d'être dit sur scène et puis pour rebondir sur le constat que vous faisiez tout à l'heure, il faut aller plus vite, il faut simplifier l'accès à nos marchés. Justement, est-ce qu'il y a des pistes de travail déjà qui ont été engagées à ce sujet, voire des actes concrets sur cet accès au marché pour les acteurs du New Space aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes encore dans une phase on va dire, d'études et de constat? Non, tout à fait, on réfléchit, enfin on est au-delà de l'étude et du constat. D'abord, je veux rebondir sur ce qui a été dit. C'est très important de se syndiquer. Et le syndicat YES, pour les startups du spatial en Europe, c'est un acteur avec lequel on dialogue et qui porte la voix des startups. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, les PME ont leur association, SME for Space, et ça aide beaucoup parce que, évidemment, au niveau d'une startup individuelle, c'est difficile d'avoir du poids auprès d'une grande agence. Par contre, dès qu'on est syndiqué, ça marche mieux. Alors, je pense que déjà, il faut reconnaître que les startups, il y a deux ambitions possibles, je pense, et ça a été dit aussi. C'est soit on veut devenir un acteur global et pas seulement un fournisseur, soit on est intéressé par le fait d'être un fournisseur dans la chaîne de valeur de l'industrie européenne. Et là, évidemment, comme je l'ai dit, on travaille à aider cette intégration dans la chaîne de valeur. Mais c'est très bien aussi de vouloir être un maître d'œuvre, pourquoi pas. Et pour ça, nous, ce qu'on a aussi, et je crois le CNES bien évidemment aussi, c'est des projets de plus petite taille qu'on peut faire plus rapidement et sur lequel vraiment les startups peuvent trouver leur place. Et évidemment, ces projets-là nécessitent qu'on ait une approche différente, qu'on soit prêt à, j'allais dire, relaxer certaines de nos spécifications, à mettre moins de poids sur l'expérience passée, puisque par définition, les startups n'ont pas forcément une expérience passée, mais plus de poids sur la qualité de l'équipe, par exemple. Donc, il faut des activités spécifiques, parce que je vais vous donner un exemple. Dans nos futures missions scientifiques, on a des préétudes en cours, date théorique de lancement 2037. C'est clair que les startups qui sont là dans la salle, je ne suis pas sûr qu'elles seront encore là ou alors sous quelle forme. Donc, il faut des choses beaucoup plus rapides et, encore une fois, de plus petite taille. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et comme je l'ai dit aussi, passer l'information. Il faut que les startups puissent avoir facilement accès à l'information sur nos programmes en cours, sur les activités qui sont ouvertes et sur ce qu'elles peuvent faire au sein de ces activités. Mais je pense que tout ça, c'est des choses que nous faisons déjà et on travaille beaucoup avec les startups. On a un board de New Space où on a 12 startups européennes qui nous conseillent et d'ailleurs ce board est renouvelé tous les 2 ans. Il va arriver à renouvellement bientôt. Donc évidemment, si on a des nouveaux acteurs intéressés pour participer à ce board et pour nous conseiller, on sera ravis de les entendre. Merci Géraldine. J'ai un petit challenge pour vous. Il nous reste 10 minutes et j'ai encore 8 questions à vous poser. Donc je vous demanderai d'être synthétique dans vos prochaines réponses. On a à peu près 2 questions chacun. On va essayer quand même d'aborder les sujets qui nous restent. Côté financier, justement, Fabien, vous me disiez que quand vous avez officialisé votre levée de fonds de 7 millions d'euros il y a 6 mois à peu près, c'est ça, c'était en septembre, ouais, septembre dernier, vous me disiez que voilà, les regards ont changé.
C'est-à-dire, parce que c'est vrai que ça peut sembler étonnant. C'est la première chose, vous m'avez dit, vous m'avez même pas parlé de ça va nous permettre de faire ceci, cela, vous m'avez dit les regards ont changé. Alors ça va aussi nous permettre de faire des choses quand même. Non, effectivement, si je reprends l'historique de YouSpace, on s'est créé en 2018. La société s'est développée sur des contrats, au tout début des contrats d'études préalables, d'analyse de mission, et puis assez rapidement un premier gros contrat de construction de nanosatellites pour le compte du CNES, qui nous a fait confiance, et là je salue vraiment, qui a vraiment fait cette prise de risque de se dire effectivement c'est une petite start-up, peu d'expérience mais une bonne équipe, des compétences et une feuille de route intéressante, et donc on leur fait confiance et on a développé la société comme ça, avec évidemment en tête cet objectif de lever des fonds à un moment pour vraiment accélérer. C'est ce qu'on a fait à l'été dernier. Et effectivement, au-delà de l'apport financier que ça apporte et du coup nos capacités d'investissement et d'aller plus vite, il y a un regard qui a changé parce qu'on arrive sur une réelle reconnaissance, en quelque sorte, du modèle économique, de la compétence de l'équipe. Les investisseurs regardent énormément l'équipe, c'est un des critères les plus importants. Et effectivement, j'ai vu... On investit sur des hommes avant un produit. Et on a investi beaucoup sur des hommes avant un produit, effectivement. Et donc, derrière, dans les discussions, des prospects qui viennent nous parler plus facilement, les gens ont vu que, en fait, ils y vont, quoi. Ils disent des choses et en fait, ils y vont. Même question un petit peu pour vous, Emmanuel. Enfin, en tout cas, sur le même sujet, vous avez annoncé hier soir une levée de fonds de 10 millions de dollars. Est-ce qu'elle a été compliquée à aller chercher, justement, pour en revenir sur cette logique d'attractivité, de séduction du New Space, sans nous dévoiler les secrets, parce que je me doute bien que c'est un petit peu confidentiel, mais est-ce qu'elle a été difficile à aller chercher cette levée de fonds ? Ça a pris un petit peu de temps, oui, mais l'essentiel, au-delà de la levée de fonds, l'essentiel c'est la profitabilité. Donc nous, on est profitable, je ne sais pas si c'est très français, depuis le début, et donc on continue. Un des gros soucis qu'on a aujourd'hui, nous, c'est dans cette phase de scale-up, c'est de garder notre profitabilité, notre rentabilité. Et pour ça, pour nous, on avait un souci en besoin de fonds de roulement. On a des clients qui nous demandent des délais toujours plus courts. Donc ça veut dire une politique de stock plus audacieuse. Space qui se fait avoir à son propre jeu. Au final, il faut aller encore plus vite. Voilà, il faut aller plus vite. Les clients qui nous demandent plus de performance, plus de qualité. Donc voilà, ça nécessite quelques investissements. Anaïs, vous me confiez qu'il y a aussi des fonds impact maintenant qui s'intéressent au New Space. Alors, c'est un peu nouveau, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des fonds, on va dire, plutôt profil financier, fonds d'infrastructure, ce que vous disiez tout à l'heure, des industriels, et pas des fonds impact qui sont plutôt parfois sur des petits projets ou des projets peut-être plus en lien avec l'énergie. Comment vous l'expliquez et surtout, qu'est-ce que vous dites à ces fonds pour les séduire ? Alors, ces fonds, c'est quand même du financier. Hein. Le multiple est présent. Les LPs attendent le retour. Juste avant, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit sur le regard qui change, je pense qu'en effet, c'est un label, ça joue comme un label de lever un fonds, en termes de crédibilité, de dire, des investisseurs qui ont passé des heures, des semaines, des mois sur de la due diligence et de l'audit ont finalement validé et mis de l'argent. Concernant l'impact maintenant, oui, pour remettre un peu en contexte, je pense que déjà personnellement, à titre personnel, j'étais plutôt engagée sur des initiatives écologiques depuis toujours. Donc mon petit défi chez Space Founders, c'était de me dire, déjà soutenir en particulier, si possible, les projets à impact, et ensuite d'aller challenger les VC qui font que de l'impact sur la pertinence de leur investissement dans cet écosystème. Et challenge réussi, j'ai mis notamment en relation donc Walter, qui est un de nos alumni qui fait de la surveillance, de la mesure d'émissions carbone via de la donnée satellite. J'ai mis en relation avec Impact Partners, qui est un fonds de private equity VC parisien, et ils attendent la suite, quoi. Enfin, ça peut se faire. Très bien. Alors, Géraldine, Najat, j'ai appris que l'ESA, vous mettiez à profit, en tout cas vous mettiez à disposition la connaissance de certains experts auprès de fonds d'investissement. C'est quoi un petit peu l'intérêt de cette démarche ? Est-ce que le New Space européen doit encore faire un travail de pédagogie à l'égard de ses investisseurs pour ne plus manquer de cash, ou en tout cas pour en moins en manquer ? Oui, totalement. C'est la grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est clairement l'accès à l'investissement privé. Mais la bonne nouvelle de cette année, c'est qu'on a dépassé la barre symbolique des 1 milliard d'euros en 2022 pour l'Europe, de fonds privés. Et ça, c'est une barre importante, c'est symbolique.
Et surtout, on a levé plus 66% en 2022 par rapport à 2021, alors que le reste du monde est en décroissance nette à cause de la situation économique, de la guerre en Ukraine. Donc, c'est une très très bonne nouvelle pour l'Europe. Et d'ailleurs, dans la salle, je crois qu'il y a pas mal de startups qui ont fait des belles levées ces derniers mois, ExoTrail, ClearSpace, The Exploration Company, Isar, enfin bon. Donc, on voit que ça marche. Et nous, on pense que les investisseurs, c'est des partenaires pour l'ESA. C'est un partenariat à deux voies. C'est-à-dire que nous, on apporte notre connaissance technique. On est capable de leur donner une évaluation, disons, de la faisabilité, du réalisme du projet. Et les investisseurs nous apportent la validation marché. Donc, ils font l'analyse du business plan, ce que nous ne faisons pas. Et ils nous aident aussi à comprendre le marché. Et parfois même, ils sont en avance sur nous. C'est-à-dire qu'ils, même parfois, ils dénichent des pépites éventuelles que nous n'avons pas su trouver. Donc, on les soutient. On a maintenant, je crois, 25 partenariats avec des investisseurs européens, spatiaux ou non spatiaux, parce que c'est vrai que c'est très important d'attirer aussi les investisseurs non spécialisés. On a mis en place un index financier, un annuaire de start-up, enfin, on fait plein de choses et ça marche. Très bien, merci beaucoup Géraldine. Fabien, si on doit donner quelques chiffres, un calendrier pour votre usine de nanosatellites à Toulouse, c'est quoi les prochaines étapes avec des promesses comme ça on pourra se donner rendez-vous l'année prochaine et faire un petit point? Avec plaisir. On a un calendrier bien sûr qui est très très serré, forcément on veut aller vite. L'objectif c'est d'avoir l'espace de production accessible à partir d'avril l'année prochaine à peu près. On a une vraie contrainte. Un lieu ? Comment ? Un lieu ? Un lieu, effectivement, on a un lieu. L'adresse ? L'adresse ne sera pas encore révélée aujourd'hui, mais ça se trouve à Toulouse, comme je l'avais déjà dit. C'est grand, ouais, ça fait 1000 mètres carrés. Et donc l'objectif c'est de l'avoir en avril l'année prochaine pour commencer l'assemblage des programmes qu'on a en cours. On a 5 programmes en cours avec une intégration qui démarre dès l'année prochaine, donc il y a une vraie contrainte d'avoir l'espace déjà disponible et ensuite d'aller vite de préparer à ramp-up au fur et à mesure de l'année 2024 et 2025, mettre en place nos lignes d'assemblage pour pouvoir atteindre les capacités de production annoncées précédemment. Merci beaucoup Fabien. Anaïs, quelles sont les prochaines actualités de Space Founders et est-ce que demain avec votre programme on peut promettre qu'il sera plus facile peut-être de lever des fonds que c'était le cas hier dans le New Space, notamment avec l'appétit de ces nouveaux investisseurs, notamment dans Fonds Impact? Alors en ce moment on a surtout le batch 4 qui est ouvert aux candidatures si ça vous intéresse. Sinon concernant l'investissement, évidemment on va faire tout ce qu'on peut avec l'ESA, notamment à qui on travaille souvent pour fédérer un peu plus cet écosystème. Je pense qu'il y a aussi un projet important dont on n'a pas parlé qui a été Cassini, qui a annoncé 1 milliard d'euros à déployer parmi des fonds d'investissement qui font du spatial. Donc, je pense que c'est pas anodin et ça met un peu en confiance sur l'avenir de l'investissement privé. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Alors avec la levée de fonds d'hier soir, c'est quoi un petit peu les perspectives, les intentions d'Endurosat pour 2023-2024 ? Alors, je le rappelle, vous êtes à la fois fournisseur d'équipements pour satellites et pour petits satellites, et puis vous rendez aussi des accès à l'espace comme service, comme vous le disiez en introduction tout à l'heure. Oui, on va continuer notre croissance donc sur à la fois tout ce qui est vente d'équipements, développement de produits et au niveau de l'offre de Satellite as a Service. Donc je pense que on est dans la lignée. Comme je disais, l'investissement va nous aider pour le besoin en fonds de roulement et dans quelques investissements spécifiques. En termes de moyens, nous, on a donc déjà investi dans des salles blanches et la possibilité de construire des à Sofia, c'est ça ? À Sofia, voilà. Donc aujourd'hui, on a déjà cette capacité-là. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la montée en gamme en termes de fournir, donc c'est toute une activité commerciale évidemment sur la possibilité de fournir une constellation, la possibilité de aussi fournir des satellites plus gros que les nanosatellites qu'on a fait jusqu'à présent. Et pour vos équipes à Toulouse, donc aujourd'hui vous êtes combien ? Ça va être quoi un petit peu la montée en charge dans la ville rose des équipes et des moyens ? Alors aujourd'hui, notre ambition à Toulouse, c'est d'avoir une équipe d'ingénieurs systèmes expérimentés. Comme dit Red Shaw, notre CEO, c'est une SWAT team à Toulouse, donc des gens qui ont l'expérience et qui peuvent gérer tous les problèmes complexes qu'on a de plus en plus aujourd'hui avec tout ce que les clients nous demandent. Même question pour vous, Jérémy Perrin de Connectica. Donc vous êtes installé il y a plus d'1 an, je crois, dans la Ville Rose.
Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà eu des petites collaborations Noé? Alors, vous parlez d'Anyways, est-ce qu'il y en a d'autres que vous pourriez nous annoncer rapidement ce matin? Enfin, des bonnes surprises, non? Oui. Oui, effectivement, quelques belles discussions notamment pendant tout notre accompagnement. Déjà, je tiens à souligner là, un accompagnement incroyable par la région et puis par Invest in Toulouse, là, qui nous a vraiment supportés. Puis on a super été bien accueillis ici, que ça soit aussi bien par l'Aerospace Valley ou par le Club Galaxy, où la plupart de nos partenaires et clients potentiels sont membres. Quelques belles victoires déjà depuis notre arrivée. Effectivement, Anywaves, comme on l'a mentionné, et assez récemment aussi un contrat assez conséquent signé avec Loft Orbital, justement pour leur permettre de monter par rapport à tous leurs tests nécessaires à faire sur leurs différentes entités. En termes de croissance, on regarde environ une quinzaine de personnes ici en Occitanie dans les 2 prochaines années. On parle principalement d'ingénieurs de données, de développeurs web et d'ingénieurs de test, parce qu'on a vraiment vocation là à continuer à pousser dans les 2 prochaines années la commercialisation de notre produit radiofréquence déjà disponible, et surtout pousser le développement ici en Occitanie d'une nouvelle verticale qui sera plus orientée vers des tests mécathermiques, donc pour vraiment fournir à nos clients un produit qui leur permet vraiment de gérer leur cycle de production de bout en bout. Merci Jérémy. Alors, merci à tous les 5 en tout cas pour vos éclairages. On aurait pu aussi aborder la question de la formation, des compétences. C'est vrai que je pense que ça sera aussi un défi de la montée en puissance du New Space. En tout cas, c'était le mot de la fin. Merci à tous les 5 encore une fois d'avoir accepté l'invitation de la tribune. On peut les applaudir. Géraldine aussi à distance. Boris, je vous redonne la main pour la suite de notre séquence.